Bonjour, donc je vais essayer de vous synthétiser. J'ai gardé uniquement les projets qui sont sur plusieurs centres du réseau pour la maladie de Randu-Hössler. Donc le réseau pour la maladie de Randu-Hössler, actuellement, c'est 20 centres en France, 20 centres cliniques. 3 laboratoires, je les ai mis, les laboratoires virtuellement, je ne les mettais pas, mais c'est important quand même de noter le laboratoire de Florence Coulet qui est là, le laboratoire de Lyon et le laboratoire de Poitiers. Et un laboratoire de recherche avec lequel on travaille beaucoup qui est à Grenoble, avec Sabine Bailly et son équipe. Donc les réunions nationales maintenant sont, je pense, bien rodées. On a 2 réunions en présentiel par an qui sont maintenant mixtes en présentiel et aussi sur Teams et qui incluent à la fois la clinique et également les personnes du laboratoire. Et on a 2 réunions 2 fois par mois, le premier jeudi et le 3e jeudi de chaque mois, pour discuter de dossiers cliniques. Ça dure 1 heure. Et vous voyez quand même pas mal de dossiers, donc 67 dossiers discutés en 2024 pour la première réunion. Et pour la deuxième réunion, elle concerne plus le laboratoire de pharmacologie de Tours est connecté. Et en fait, on discute des patients traités par bevacizumab pour lesquels il y a des dosages. Et là, c'est pareil, on a discuté plus de 50 dossiers en 2024. Parmi l'ensemble des projets, donc autour de la base de données, je vais commencer par les PNDS, donc qui, grâce à Alexandre Guilhem et à son énergie, ont été publiés en 2024 après de multiples réunions et de multiples échanges. Donc merci Alexandre. L'ETP a été mis en place initialement. Premier ETP pour la maladie de Randu-Hössler, c'était Bordeaux, puis il y a eu Lyon. Et puis ensuite, il y a eu l'idée de développer des mallettes à partir de l'ETP de Lyon pour que les centres de compétences puissent faire de l'ETP. Et ce qui a été un franc succès, puis ça a été développé à Angers, Caen, Clermont-Ferrand, Montpellier, Strasbourg, avec l'aide aussi de l'association de patients. Et grâce à ça, il y a beaucoup de patients qui ont pu bénéficier de l'ETP en 2024 et 2025. Concernant la recherche clinique, donc je vais vous donner un bref aperçu parce qu'il y a beaucoup de choses. Le projet de recherche mené par Vincent Grosbeau à Clermont-Ferrand, donc qui inclut tous les centres, vise à étudier la tolérance des antiagrégants et des anticoagulants dans la maladie de Randu-Hössler. C'est un projet que Vincent a présenté lors d'une communication orale au Congrès international pour la maladie de Randu-Hössler qui a eu lieu en France en 2024. Et ce projet est encore en cours. Les inclusions sont encore en cours. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui sont ici pour la maladie de Randu-Hössler, n'oubliez pas d'inclure. Un projet d'épidémiologie sur les infections dans la maladie de Randu-Hössler est en cours à Rennes. Et en cours de finalisation, puisque Héloïse Le Banner va bientôt soutenir sa thèse sur la question. Donc là, c'est pareil, c'est un projet qui inclut tous les centres français et qui a repris les infections graves dans la maladie de Randu-Hössler à partir de Sirocco. Un projet que Muriel a présenté au Congrès pour international pour la maladie de Randu-Hössler sur l'impact des perfusions de fer intraveineux sur le métabolisme phosphocalcique, avec des messages très importants sur l'utilisation du fer intraveineux et probablement d'autres choses à venir. Un projet sur l'hypertension artérielle pulmonaire mené par Étienne Marie Jutan et l'équipe de Poitiers, mais donc là aussi un projet national des effets secondaires des traitements par bevacizumab chez les patients atteints de maladie de Randu-Hössler compliquée d'hypertension pulmonaire. Ce n'est pas un effet secondaire du bevacizumab. Un projet, et même 2 projets, je vais les montrer à la suite, d'Alexandre Guilhem encore, qui ont été présentés au Congrès international pour la maladie de Randu-Hössler. Alexandre s'intéresse beaucoup à l'anémie, à son caractère régénératif. Donc le premier incluait des patients, c'était une étude rétrospective qui incluait des patients de Lyon et de Strasbourg, et le projet à venir qui a entre autres aussi été financé par la filière, donc vous en réentendrez parler, va inclure plus de centres. Un projet, il y a plusieurs projets avec le laboratoire, mais un projet qui a intéressé plusieurs centres autour de SMAD4, et puisqu'il y a eu des prélèvements de sang de cordon, les patients qui ont des mutations de SMAD4 représentent 2 à 3% des patients Randu-Hössler, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc les grossesses de ces patients, il y en a encore moins, et ça a été un peu un parcours du combattant pour Agnès et Sabine pour récupérer des sangs de cordon de ces patientes. Donc voilà. Et c'est un papier d'ailleurs qui devrait bientôt voir le jour.
un projet, et donc Elisa Rossi est là, qui vient d'être accepté pour un financement par la filière également, pour étudier l'hémostase dans la maladie de Randy-Osler, puisque les premiers travaux d'Elisa ont montré que l'endoglyne avait un rôle, c'est la sonnerie, c'est ça, avait un rôle dans la maladie de Randy-Osler, et donc ce projet va débuter et est en cours de mise en place dans 2 centres, donc les Hospices civils de Lyon et 2 centres parisiens. Voilà, donc on en entendra parler aussi plus tard. Des essais thérapeutiques, donc là je vais faire vite. On a publié un essai thérapeutique sur le nintédanib dans la maladie de Randy-Osler. Il a été présenté aussi au congrès de Cannes. On a déposé une lettre d'intention pour une phase 3 au PHRC national qui malheureusement a été rejetée, mais on ne désespère pas, on va y arriver. Une publication sur la poursuite d'un essai thérapeutique national qui concernait la maladie de Randy-Osler qu'on avait publié en 2023, et donc le suivi de ces patients a été publié en 2024 ou même début 2025. Une étude qui nous a beaucoup occupé sur les données de vie réelles dans la maladie de Randy-Osler des patients traités par bevacizumab. C'est une étude qu'on a présentée donc à Cannes également, qui est toujours en cours, là plutôt en cours de publication. Et juste pour vous montrer, parce que je trouvais ça intéressant de voir les chiffres, donc tous les centres ont participé. Ça a été vraiment une grosse revue de rétrospective, puisque les patients sont traités par bevacizumab en France depuis 2009, date du premier essai thérapeutique. Et actuellement, il y a à peu près 150 patients sous bevacizumab en France. Donc ça a été un gros travail de collecte de données, et donc grâce au recrutement d'une ARC et à la base de données, vous voyez qu'on a beaucoup de données, 4800 perfs de bevacizumab, 13 000 plus de 13 000 transfusions de globules rouges renseignées dans la base. Donc voilà, c'est un gros travail. On a un essai thérapeutique qui va débuter, alors dans 2 centres en France, c'est Lyon et Clermont-Ferrand. C'est une étude suisse en fait, et qui concerne également le nintédanib dont j'ai parlé au début. En fait, je peux peut-être arrêter la sonnerie. Voilà. Donc en fait, les Suisses avaient commencé cet essai thérapeutique et on n'arrive pas à recruter suffisamment de patients, donc nous ont demandé si on pouvait terminer cet essai thérapeutique. Donc on va terminer cet essai thérapeutique après des arcanes administratives incroyables, parce que franchement ça a été compliqué. C'était une étude industrielle financée par Boehringer, donc voilà. Mais les contrats sont terminés, la partie réglementaire vient d'être terminée, et on inclut le premier patient lundi 16 juin. Il se passe beaucoup de choses le 16 juin. Voilà, donc ça je n'en reparle pas parce que Laura vous a présenté cette diapo, et on est très content que le CPC arrive enfin au bout. Je ne vais pas détailler plus, je ne vais pas vous en parler, c'est pour l'année prochaine. Pour les nouveautés au niveau de la base, donc y a le fait que ça devienne la base officielle du CPC, ça c'est intéressant. On a réfléchi en 2024 à comment améliorer le remplissage de la base. Donc d'une part, on a fait des formulaires papier qui sont remplis par certains centres. On essaie de faire un remplissage lors des consultations, et puis maintenant on fait une réunion avec les attachés de recherche de la filière toutes les semaines, le mardi à 13h30. Et voilà, je voudrais en profiter pour dire un grand merci aux ARC de la filière qui font vraiment un travail incroyable pour les bases de données, pas seulement celle du Randy-Osler, mais toutes les bases de données. Voilà, et donc merci à tous, à toutes. Je n'oublierai pas les patients qui sont vraiment toujours là, toujours présents. Et toujours à nos côtés pour les différents projets, toute l'équipe du centre, bien sûr les laboratoires de recherche et les laboratoires de biologie moléculaire, et bien sûr la filière et les ARC. Voilà, merci. Merci.